Par exemple en France, la première énergie qu'on va regarder, oui, c'est l'exploitation directe du flux solaire. Alors l'exploitation directe du flux solaire, c'est l'exploitation de la partie qui arrive à terre, évidemment. C'est pas la partie qui arrive au sommet de l'atmosphère, parce que celle-là, elle est réfléchie par les nuages, et donc elle est un peu loin en ce qui nous concerne. Et ce que vous voyez, c'est que la partie qui arrive là représente un peu plus de 200 watts par mètre carré en moyenne annuelle. Alors c'est une moyenne géographique et temporelle. Hein, géographique et temporelle. Si vous allez, donc ça inclut à la fois ce qui arrive près des pôles où il n'arrive pas beaucoup et ce qui arrive aux tropiques, et ce qui arrive en été et ce qui arrive en hiver quand vous êtes aux moyennes latitudes, sachant que bien évidemment il n'arrive pas la même chose, et ce qui arrive le jour et ce qui arrive la nuit, sachant que la nuit, par définition, il n'arrive rien. Donc c'est une moyenne, encore une fois, géographique et temporelle. Si on regarde le cas de la France, on voit que cette insolation au sol, elle, sans grande surprise, augmente quand on va de chez les Ch'tis vers chez les Marseillais, et que par ailleurs, même à latitude donnée, elle n'est pas homogène. Alors est-ce que vous savez pourquoi elle est plus faible ici que là, à la même latitude? Exactement, à cause des nuages. D'où viennent les dépressions en France? De l'ouest. Qu'amènent les dépressions? Des nuages. Et donc la nébulosité est plus importante près de l'Atlantique que près de la Méditerranée, et donc l'insolation annuelle est plus importante près de la Méditerranée que près de l'Atlantique. Et vous voyez que le gradient n'est pas complètement ridicule. C'est pas une variation de 3%. Donc si vous voulez du soleil, c'est mieux d'aller au sud et c'est mieux d'aller près de la Méditerranée. Il se trouve que le plus grand parc installé en Europe est au nord, puisque c'est au nord du Rhin. C'est comme ça. Alors la première manière d'exploiter cette énergie, c'est tout simplement de chauffer de l'air ou de l'eau. Alors il y a une première planche que j'aurais pu vous montrer et que je ne vous montre pas, mais vous allez trouver tout seul de quoi il s'agit. La première exploitation, en fait, en ordre de grandeur et de très loin de l'énergie solaire, c'est... Pardon? Non, je l'ai entendu. Le chauffage. C'est le chauffage des bâtiments, tout bêtement. Vous n'avez pas besoin d'allumer le chauffage l'été. Juste, c'est de très loin le premier apport dans l'utilisation de l'énergie par les hommes. Et du reste, vous pouvez accroître ce terme en mettant des fenêtres au sud, des vérandas, etc. Donc dans la réhabilitation thermique des bâtiments, par exemple, si vous n'avez pas de problème d'espace au sol et que vous avez une façade côté sud, une des opérations classiques consiste à rajouter une véranda. D'accord? Rajouter une surface vitrée, et l'hiver, ça vous sert de radiateur. Ça vous fait une serre, quoi, et l'air chaud rentre dans la maison. Ça marche très très bien. La deuxième manière qu'on peut avoir d'exploiter cette énergie thermique, c'est de faire de l'eau pour se laver ou de l'eau pour se chauffer. Alors l'eau pour se laver, c'est assez simple parce que vous mettez une surface de capteur sur le toit. Alors là c'est la douche solaire, hein, pour ceux d'entre vous qui en ont déjà utilisé une en camping. Donc c'est une surface noire devant laquelle vous faites passer de l'eau, ça chauffe l'eau. Et sauf que c'est plus gros qu'une douche solaire quand vous êtes chez vous, parce que vous prenez en général des douches qui sont un peu plus copieuses. Et à ce moment, l'eau chaude va chauffer un cumulus, qui est là, comme un cumulus normal, dont vous vous servez ensuite pour prendre des douches. L'autre option, ça peut être d'utiliser la chaleur fournie par cette eau pour chauffer l'intérieur d'un logement. Alors là, vous ne le chauffez pas avec le soleil qui rentre par les fenêtres ou l'air chaud qui rentre par la véranda. Vous allez faire rentrer la chaleur par un circuit d'eau également, et ensuite ce circuit d'eau va relarguer les calories à l'intérieur de la maison. Cela étant, comme un circuit d'eau qui vous capte la chaleur, c'est pas à très haute température, c'est quand même moins chaud globalement ce circuit d'eau que ce que vous avez en sortie de chaudière pour un chauffage central, vous avez besoin de surfaces radiantes qui sont plus importantes que ce que vous avez avec un chauffage central classique. Donc malheureusement, on ne peut pas faire un rétrofit sur les maisons existantes qui ont des radiateurs qui ont été dimensionnés pour de l'eau à 60 degrés, pour y faire passer du chauffage solaire avec de l'eau qui a été chauffée dehors en plein hiver à 40 ou 45 degrés. D'accord? Vous ne pouvez pas. Donc ça ne marche que si vous cassez tous les radiateurs pour les remplacer par des radiateurs 4 fois plus gros, ou bien si vous avez un plancher chauffant. C'est la raison pour laquelle les maisons qui sont chauffées au soleil, avec des capteurs solaires sur le toit, en général, elles sont équipées, quand elles sont construites comme ça, elles sont équipées d'un plancher chauffant. Et vous avez donc un chauffage par le sol, pour avoir une très très grande surface radiante,
à une température pas très élevée. Alors cette énergie solaire-là est assez en vogue sous les tropiques. Sous les tropiques, vous avez, dans les territoires d'outre-mer, en France, vous avez pas mal de logements qui sont équipés avec avec des chauffe-eau solaires de cette nature, notamment parce que les tropiques ne sont pas équipés de réseaux de gaz. Donc c'est soit de l'électricité, soit du fuel, et les énergies concurrentes étant plus chères que le gaz. En France, l'énergie la moins chère pour chauffer de l'eau, c'est du gaz. Mais sous les tropiques, vous n'avez pas de réseau de gaz en général. Donc à ce moment, les énergies concurrentes, c'est le fuel et l'électricité. Et les deux énergies concurrentes sont significativement plus chères. Et donc ça peut valoir le coup, comme il y a beaucoup plus de soleil, de mettre ce genre de chauffe-eau. La deuxième exploitation du soleil, c'est l'effet photoélectrique. Et l'effet photoélectrique, donc comme vous le savez, c'est la création d'un courant dans une matière qui est du silicium avec des petits trous et des petits électrons en trop avec des éléments qu'on a mis soigneusement là où il fallait. C'est la création d'un courant quand vous exposez cette matière au soleil. Alors des panneaux solaires, vous en avez de toutes les tailles. Là par exemple, un cours d'un colloque, on m'a offert un petit gadget, vous voyez, qui est ce sac à dos, et ça c'est un panneau solaire. Voilà, je m'en suis rendu compte parce que je voulais m'asseoir dessus dans le jardin du Luxembourg et on m'a dit qu'il ne fallait pas que je fasse ça. Mais voilà, donc vous en avez toutes les dimensions, je vous en montrerai après qui sont un peu plus gros que ça. Donc l'idée du panneau solaire, c'est évidemment, encore une fois, que ça vous donne du courant quand il y a du soleil. Alors c'est très bien parce qu'il y a beaucoup de soleil partout, mais vous allez voir que par ailleurs, il y a un certain nombre de limitations parce que du soleil, comme je le disais tout à l'heure, il n'y en a pas toute la journée alors que l'électricité, on aime bien l'utiliser toute la journée. Et puis vous avez par ailleurs une densité de puissance avec ce genre d'installation qui n'est pas extrêmement élevée. La manière dont fonctionne aujourd'hui en France l'installation de l'énergie solaire, c'est que très peu de sites font de l'électricité pour la consommer eux-mêmes en étant autonomes. À part le refuge du Dôme du Goûter et quelques autres baraques de cette nature, en règle générale, c'est pas comme ça que ça marche. En fait, on a favorisé les installations connectées au réseau parce qu'il y avait des objectifs d'augmentation des ENR dans tous les pays européens, et que les ENR qui ont été favorisés en premier dans tous les pays européens sont les ENR électriques. Je pourrais préciser pourquoi plus tard. Enfin, en tout cas, mon hypothèse sur pourquoi plus tard. Et du coup, le but du jeu, c'est pas nécessairement que vous ayez un peu d'électricité pour vous, c'est que vous ayez de l'électricité pour mettre sur le réseau. Donc la façon dont ça fonctionne en France, c'est que vous avez, quand vous avez une installation photoélectrique, vous avez deux contrats différents. Vous avez un contrat qui concerne l'installation et qui vous fait injecter l'électricité sur le réseau avec un tarif d'achat qui est garanti, qui est à prix fixe et garanti. Et de l'autre côté, pour votre consommation, vous avez un contrat normal de consommateur d'électricité. D'accord ? Et les deux sont séparés. C'est une autre manière de dire que le développement du photovoltaïque en France est fait comme une activité économique et non pas fait comme un élément de consommation personnelle. C'est essentiellement une activité économique. En gros, vous louez votre façade sud de toit exactement comme vous loueriez une surface pour une boutique. Vous êtes propriétaire du commerce, mais c'est exactement ça le principe. Alors l'image d'Épinal, jusqu'à récemment, c'était le panneau sur le toit. En fait, alors ce graphique, il a été arrêté après 2014, mais ça vous donne quand même une indication. En fait, l'essentiel des surfaces photovoltaïques qui ont été développées en France aujourd'hui sont des grandes surfaces photovoltaïques. Donc l'énergie solaire photovoltaïque, en France comme dans beaucoup d'autres pays, c'est pas une énergie de particulier, c'est une énergie d'industriel comme les autres. Vous avez des développeurs de projets qui sont des gens qui trouvent des terrains ou trouvent des grands bâtiments, font réaliser l'installation, signent le contrat à tarif garanti, payent les charges, encaissent les résultats et ont un résultat net. C'est des opérateurs, c'est des entreprises qui font ça pour l'essentiel des surfaces qui sont installées en photovoltaïque en France. Voilà par exemple une photo aérienne de la plus grande centrale solaire au sol installée en France. Alors retenez que le photovoltaïque au sol est assez consommateur d'espace puisque vous avez besoin d'1 hectare par mégawatt de puissance. Et c'est 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Alors il y a des gens qui se disent on peut en faire des ombrières, les mettre à 3 mètres du sol, faire pousser des fraises en dessous, etc. Mais globalement, c'est quand même 1 hectare qui est mobilisé en quasi-totalité. Une autre manière de dire ça, c'est que sur 1 km², c'est-à-dire 10 hectares,
vous mettez 10 mégawatts de puissance, 1 km², pour faire tout de suite la comparaison qui vous intéresse, c'est également l'emprise d'une centrale nucléaire sur laquelle vous avez 4 gigawatts de puissance. Donc 10 mégawatts, 4 gigawatts, 400 fois plus. Donc le photovoltaïque au sol est très consommateur d'espace. C'est un de ses inconvénients. La deuxième particularité du photovoltaïque, c'est que, alors ici vous avez quelque chose que je vous ai sorti, enfin je l'ai fait ce matin là, sur le site de RTE. Vous avez ici la puissance injectée sur le réseau, jour après jour, sur quasiment 2 mois. Alors, ne me demandez pas pourquoi, le brillant polytechnicien qui travaille chez RTE ne permet pas qu'on regarde ça sur 2 mois, c'est sur 54 jours. Je ne sais pas pourquoi 54, ça va être son chiffre fétiche quand il joue au loto. Mais enfin bon, c'est quasiment 2 mois, et donc ce que vous voyez, c'est que vous avez évidemment un maximum tous les jours, mais que ce maximum, il peut varier d'un facteur 2 à 3 en l'espace de quelques jours. Et ça, c'est l'effet justement de la nébulosité. Beaucoup plus de nuages, il fait mauvais, il pleut, etc., etc. Et vous vous retrouvez avec une puissance qui est fortement variable. Donc la partie prévisible à long terme, j'ai envie de dire, de l'énergie solaire, elle est là, elle n'est pas là, dans la mesure où 3 mois à l'avance, vous connaissez l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre sur le plan de l'orbite, donc vous savez quelle sera l'insolation. Par contre, vous ne savez pas quelle sera la nébulosité. Donc ce sur quoi vous savez que vous pouvez tabler de façon absolument certaine, c'est la fraction du potentiel que vous avez avec une forte nébulosité. Un jour où il flotte, en gros. Hein, mais c'est là-dessus que vous pouvez tabler, pas sur quelque chose, et vous voyez qu'il y a encore un facteur d'incertitude de 2 à 3 par rapport à ce que vous pouvez avoir au maximum. Vous voyez également quelque chose d'absolument évident sur ce graphique, et j'y reviendrai plus tard, c'est que la fourniture s'interrompt toutes les nuits. Je le répète, hein, la nuit, par définition, c'est quand il n'y a pas de soleil. Ce qui veut dire que si on veut avoir un approvisionnement significatif en provenance de l'énergie solaire, dans certains scénarios très optimistes sur les énergies renouvelables à 2050, vous avez le solaire et l'éolien qui peuvent atteindre 30% chacun de l'approvisionnement énergétique mondial, je dis bien énergétique, hein, pas électrique. Et à ce moment, ce que vous voyez immédiatement en regardant ce graphique, c'est que ça pose à l'évidence la question de savoir qu'est-ce qu'on fait quand on est là. Hein, c'est évidemment une question qui se pose tout de suite. J'y reviendrai. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut très bien avoir une énergie qui est renouvelable et son dispositif de capture qui ne l'est pas. Alors en l'occurrence, le solaire photovoltaïque correspond aussi à cette définition, puisque le soleil est parfaitement renouvelable. Enfin, en tout cas, pour que le soleil ne se renouvelle plus, il va falloir attendre 4 milliards d'années, donc ça ne sera plus tellement votre problème ni le mien. Par contre, pour capturer l'énergie solaire, aujourd'hui, vous utilisez des panneaux photovoltaïques qui nécessitent d'utiliser un certain nombre de matériaux qui sont parfaitement non renouvelables. Il faut utiliser de l'acier, il faut utiliser du cuivre, il faut utiliser du silicium, il faut utiliser des dopants, il faut utiliser de l'aluminium, il faut utiliser du verre. Alors, là-dedans, il y a des matériaux pour lesquels le problème de stock, vous serez mort et moi aussi et l'humanité aussi, qu'on n'aura toujours pas de problème de disponibilité. Par contre, vous en avez d'autres, typiquement le fer. Par contre, vous en avez d'autres pour lesquels vous pouvez avoir un vrai problème de disponibilité, pas au sens où il n'y en aura plus, mais au sens où on commencera à avoir de vrais problèmes pour avoir des mines avec des concentrations qui font qu'on obtient quelque chose avec un effort raisonnable. Et ça se matérialise. Le fait que les énergies renouvelables aient un dispositif de capture qui n'est pas renouvelable, par le fait que vous avez, du coup, utilisation de matériaux non renouvelables qu'il a bien fallu fabriquer dans le dispositif de capture, et donc vous avez des émissions de CO2 liées à la fabrication du dispositif de capture. Alors là, vous avez des ordres de grandeur pour comparaison. Ici, vous avez les émissions liées à la production d'1 kWh au charbon. Et donc, ce que vous avez là, c'est que vous retrouvez le kilo par kilowattheure dont je vous avais parlé au moment où on avait parlé des énergies fossiles. Alors, ça se balade selon la technologie, que vous faites de l'ultra super critique, machin chouette, ou vous êtes dans une vieille centrale pourrie. Voilà, c'est ça la marge. Ici, vous avez les émissions sur une centrale à gaz à cycle combiné. C'est une technologie raisonnablement récente, il n'y a pas trop de centrales pourries, donc je ne vous ai pas mis un haut et un bas. Et après, vous passez dans d'autres types de production qui sont dites non fossiles. Donc ici, vous avez le nucléaire.
Ici, vous avez l'éolien sans stockage. Ici, vous avez le photovoltaïque sans stockage, c'est-à-dire brut de fonderie en sortie de panneau. Et ici, si vous stockez sur batterie. Alors là, en sortie de panneau, vous voyez que vous avez, ça peut varier. Et la raison pour laquelle ça peut varier, c'est que ça dépend de la manière dont vous avez fabriqué le panneau, ou plus exactement du pays dans lequel vous avez fabriqué le panneau. Comme fabriquer un panneau solaire, c'est fondre du silicium, et que c'est la métallurgie qui se fait avec de l'électricité, si vous êtes en Chine, vous allez avoir un contenu carbone de votre silicium fondu qui sera très supérieur au contenu carbone si vous faites ça en France. Par ailleurs, derrière, la quantité de kilowattheures que vous allez avoir par an dépend, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de la latitude et de la nébulosité. Donc là, les valeurs que vous avez, c'est pour la France. Selon que vous êtes au nord ou au sud et que vous avez fait fabriquer le panneau ici plutôt que là, vous voyez que vous vous baladez entre 30 et 80 grammes de CO2 par kilowattheure. Mais, si comme je le disais tout à l'heure, vous vous posez également la question de savoir ce que vous faites quand il n'y a pas de soleil et donc que vous stockez, à ce moment, là j'ai pris l'hypothèse du stockage sur batterie, sur barrage réversible, ça serait évidemment beaucoup moins que ça. Sur batterie, vous avez besoin de fabriquer la batterie, c'est de la métallurgie aussi, et un kilowattheure stocké restitué sur une batterie, c'est n'importe quoi entre 50 et 200 grammes de CO2 par kilowattheure électrique. Ici j'ai pris une valeur médiane, par ailleurs, quand vous stockez et que vous déstockez, vous allez perdre une partie de l'électricité que vous avez stockée. Vous avez une perte qui est de l'ordre de 20%. Donc ça veut dire que vous devez surdimensionner votre production pour la partie qui sera stockée de 1 sur 0,8. D'accord ? Donc un peu plus de 20%. Si vous mettez bout à bout les émissions supplémentaires liées au fait que vous avez produit de l'électricité qui ne sert qu'à compenser les pertes de stockage et les émissions de fabrication de la batterie, voilà, vous arrivez à la conclusion qu'un kilowattheure photovoltaïque stocké sur batterie, ça se balade quelque part entre 100 et 250 grammes de CO2. Oui. Alors, j'ai pas regardé la durée de vie qui était prise dans la CV, de mémoire c'est 25 ans ou 30 ans. Après, en fait, vous avez des panneaux qui peuvent continuer à fonctionner, mais avec des rendements dégradés. En fait, c'est ça le sujet. La question de la durée de vie est toujours un truc qui est très, comment dire, piégeux dans les analyses de cycle de vie, parce que par exemple pour les bâtiments, les durées conventionnelles c'est 50 ans, et bien évidemment on ne construit pas des bâtiments pour qu'ils s'écrasent au bout de 50 ans, sauf les espèces de commerces, de boîtes métalliques dégueulasses pour faire les commerces de banlieue, là où effectivement ça on compte pas trop dessus. Mais sinon dès que vous faites un logement, c'est évident qu'il n'est pas, on ne le construit pas pour qu'il s'effondre tout seul dans 50 ans, quoi. Bon. Voilà, donc vous avez des durées conventionnelles, sur le photovoltaïque c'est entre 25 ou 30 ans. Alors après, il y a un autre sujet, c'est que quand on regarde le rendement énergétique du photovoltaïque, donc là je vous ai parlé de l'empreinte carbone, mais on peut également s'intéresser à son rendement énergétique, il y a une question intéressante, alors je ne vais pas tout vous énumérer là-dedans, mais il y a une question intéressante de savoir où est-ce que j'arrête le périmètre de ce que je prends en compte. Parce que vous voyez, là, il y a un ingénieur espagnol qui, en l'occurrence, est un ancien du photovoltaïque. Il a passé son temps à installer et à gérer des parcs photovoltaïques en Espagne, qui un jour s'est amusé à faire le calcul de que donne le retour sur investissement énergétique du photovoltaïque, c'est-à-dire combien d'années de fonctionnement du panneau il faut pour rembourser l'énergie de fabrication du panneau. C'est ça le calcul qu'il a fait. Et il a dit, je ne vais pas prendre que le panneau, je vais prendre le panneau, je vais prendre son installation, parce qu'il faut des camionnettes au pétrole pour venir installer le panneau, il faut du ciment pour les fondations, il faut de l'acier, il faut venir laver le panneau à intervalles réguliers. Du reste, le Qatar, je crois, a des problèmes avec son photovoltaïque, parce que quand il y a des tempêtes de sable, ça colle plein de sable sur le panneau. Après, vous ne pouvez pas le nettoyer comme ça, parce que le sable raye le verre. Vous ne pouvez pas le nettoyer à l'eau, parce qu'il n'y a pas d'eau. Vous ne pouvez pas le nettoyer à l'eau de mer, parce que ça laisse du sel partout. Enfin bon, bref, ils sont un peu enquiquinés avec cette opération, d'après ce que j'ai compris. Mais donc, il faut le laver, il faut mettre une clôture autour, il faut passer à intervalles réguliers, vérifier que tout va bien, il faut mettre des onduleurs, bref. Et il faut également, cet ingénieur est allé jusqu'au bout, des gens dans des bureaux qui font des études pour savoir où est-ce qu'on va installer le parc photovoltaïque, des autorisations administratives, etc. Donc, il a fait la contrepartie de tout ça. Et alors, ça date d'il y a quelques années, donc évidemment, ça s'est amélioré depuis. Mais il y a quelques années, il disait, ben voilà, en gros, pour
d'investi dans la fabrication du panneau photovoltaïque et de tout ce qui l'entoure, je vais ressortir 3 sur sa durée de vie. Dit autrement, si on considère que la durée de vie de l'installation c'est 25 ans, eh bien la fabrication de l'installation et l'énergie qu'il faut utiliser pour faire fonctionner les ingénieurs qui dimensionnent le machin, etc., en fait ça représente l'équivalent de 8 ans de fonctionnement. Alors encore une fois, ça date d'il y a quelques années, c'est quelque chose qui évidemment s'est amélioré depuis. Mais voilà, c'est un exercice intéressant parce que, alors je ne rentrerai pas dans le détail aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont théorisé que le rendement du système énergétique, pour qu'on ait une société élaborée, il faut qu'il soit supérieur à 12 ou 13. C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un retour sur investissement énergétique qui soit supérieur à 12 ou 13 pour qu'on ait une société élaborée dans laquelle les gens ont le temps d'aller faire des études à l'école des mines et non pas soient tous occupés à faire pousser leur nourriture. Alors, je n'ai pas été vérifier le multiple. En tout cas, ça me paraît à peu près évident qu'à 3, ça ne marche pas, et même à 5, à mon avis, ça ne marche pas bien.